Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence débat. C'est un plaisir d'être ici pour vous parler de métrologie. Là, je ne vais pas vous parler de temps absolu, mais vraiment de mesure du temps. Et dans mon exposé, je vais orienter un petit peu la mesure du temps avec des applications à l'astronomie. Alors, comme vous le verrez, ce n'est pas toute l'astronomie, puisque ça va être seulement une partie de l'astronomie. Et je voudrais remercier un certain nombre de personnes qui sont listées en bas de cette diapo, pour justement toutes les informations qu'elles ont pu me fournir pour enrichir mon exposé. Donc, mon domaine de recherche, c'est plutôt la métrologie du temps et des fréquences. Donc, je vais déjà vous rappeler et vous expliquer les références de fréquences et de temps. Et puis après, je vais vous décrire assez rapidement comment les différentes techniques qui sont utilisées en métrologie du temps et des fréquences sont beaucoup utilisées dans un domaine de l'astronomie qu'on appelle l'astrogéodésie. Et je présenterai quelques applications avant de conclure. Donc, en introduction, je vous présente une courbe quelque part. Alors, il y a plusieurs façons qui vous présentent l'amélioration de la précision de la mesure du temps depuis l'invention du pendule par Galilée puis Huygens. Alors, il y a plusieurs façons de le montrer, soit en donnant une incertitude relative de fréquence, un delta F sur F, puisque ce sont tous ces systèmes sont des références de fréquence. Une autre façon, on va dire plus en termes de médiation scientifique, permet de montrer l'erreur accumulée par l'horloge au bout d'un certain temps. Donc on voit bien que avec au milieu du XXe siècle, l'invention des horloges atomiques, avant c'était essentiellement des horloges mécaniques et des horloges électriques, puis des horloges à quartz. Avec l'invention des horloges atomiques au milieu du XXe siècle, finalement, la précision de la mesure du temps est devenue exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui, on a une précision, une incertitude relative de fréquence, un delta F sur F de 10-18, c'est-à-dire une confiance dans la mesure de 18 chiffres significatifs avec les horloges optiques, ce qui correspondrait, alors je mets bien un conditionnel, d'une seconde de retard ou d'erreur au bout de l'âge de l'univers, et on a vu que c'était un grand débat de parler de l'âge de l'univers. Donc là, c'est vraiment juste un ordre de grandeur. Donc, vous imaginez que la précision des mesures de fréquence et de temps l'amélioration de cette précision a eu vraiment un très gros impact sur les définitions de la seconde dans le système international d'unité, puisque jusqu'en 1967, c'était la rotation de la Terre ou la révolution de la Terre autour du Soleil qui définissait la seconde. Et en 1967, la définition a quitté le domaine de l'astronomie pour rejoindre le domaine de la physique atomique et de la physique quantique, puisque depuis cette date, la seconde du système international est définie à partir d'une fréquence de résonance d'un atome de césium. Alors je voulais juste souligner un point particulier. Vous avez tous entendu qu'en 2018, un certain nombre d'unités importantes du système international d'unités ont été redéfinies. Et j'aime bien ce petit diagramme qui montre quelque part que la seconde, donc elles ont été redéfinies en fixant les valeurs de constantes fondamentales. Et en fait, ça place la seconde comme une unité un petit peu particulière dans ce dispositif, puisqu'en fixant les différentes constantes fondamentales, en fait, toutes les unités, à part la mole, qui est une unité un petit peu particulière, mais toutes les unités se retrouvent à dépendre de la seconde, donc qui joue quelque part dans le système international d'unité un rôle un peu particulier. Et je voulais le citer parce qu'aujourd'hui, on est le 21 mai, et hier, c'était la journée mondiale de la métrologie, et c'est le jour où ce nouveau système d'unité a été mis en œuvre de façon effective. Alors, comment ça fonctionne avec justement toutes ces horloges atomiques? Comment on va pouvoir construire une échelle de temps? Donc là, ce n'est pas une échelle de temps absolue, on mesure des intervalles de temps, des durées. Donc, pour que ça fonctionne, il vous faut un grand nombre d'horloges, parce qu'une seule horloge, évidemment, si elle s'arrête, vous arrêtez de mesurer le temps. Donc, en fait, sous l'égide du Bureau international des poids et mesures, il y a un très grand nombre d'horloges atomiques qui sont réparties tout autour de la Terre, qui vous permettent déjà de construire une sorte d'échelle de temps pondérée, en donnant plus de poids aux meilleures horloges et moins de poids aux horloges les moins performantes. Le problème, c'est que vous n'êtes pas très certain que le rythme de cette échelle de temps est le bon. Et pour s'assurer de ça, il y a un étalonnage, un pilotage en fréquence qui est fait avec un certain nombre d'étalons primaires de fréquence qui utilisent la définition, donc avec du césium, des horloges qui sont dans des laboratoires. Il y en a très peu, vous voyez une dizaine, 10-20 étalons primaires de fréquence qui périodiquement viennent étalonner le temps atomique international pour être sûr que son rythme décrit bien la définition de la seconde dans le système international d'unité.
Et puis vous avez tous entendu parler des secondes intercalaires, puisque ça c'est le temps atomique. On va parler du temps astronomique un petit peu après, qui est lié en particulier, qui est lié toujours à la vitesse de rotation de la Terre. Et on va voir qu'avec les fluctuations de la vitesse de rotation de la Terre, finalement, il y a un décalage qui s'accumule entre le temps fourni par l'angle lié à la rotation de la Terre et le temps atomique. Et pour éviter que ce décalage soit trop important, on rajoute des secondes intercalaires pour construire l'échelle de temps qui est aujourd'hui le temps de référence international, qui s'appelle UTC. Donc vous voyez que ce système qui permet de construire un temps atomique d'une stabilité, d'une exactitude tout à fait exceptionnelle, repose sur des horloges atomiques de très haute performance, des oscillateurs et des techniques aussi qui permettent de comparer à distance des oscillateurs et des horloges atomiques qui marchent dans le système, dans le domaine radio, dans le domaine optique, au sol, entre le sol et l'espace. Et on va voir que c'est l'ensemble de ces oscillateurs, de ces horloges et de ces techniques de transfert qui vont être applicables à l'astronomie, et en particulier à un domaine de l'astronomie qui s'appelle l'astrogéodésie. Alors j'ai regardé dans l'encyclopédie universaliste la définition de l'astrogéodésie, c'est science qui s'appuie sur la géodésie et l'astronomie. Ça va, donc moi j'aurais une définition, je vais dire, un peu plus personnelle, qui est que c'est une science qui va utiliser la détermination des positions ou des directions à la surface de la Terre à partir de différentes techniques d'observation de satellites ou d'objets célestes. C'est-à-dire que sur Terre, vous avez des instruments qui observent des satellites, qui observent des objets extragalactiques, et à partir de... Comme les instruments sont situés sur la Terre et que la Terre tourne, la Terre se déforme, finalement les stations vont suivre les mouvements globaux ou les mouvements locaux de la Terre. Donc je vais détailler très rapidement les 4 techniques, vous voyez, qui utilisent quand même des mesures brutes un petit peu différentes, puisque des fois c'est des mesures de distance, des mesures de position, des mesures de vitesse ou des mesures d'angle. Et on va voir in fine que chaque technique est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est de combiner ces 4 techniques pour avoir le meilleur résultat possible. Donc je commence par la télémétrie laser, parce que c'est le plus facile à expliquer, puisque c'est simplement mesurer une distance en mesurant une durée de propagation, en faisant l'hypothèse qu'on connaît bien la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques. Dans le vide, c'est simple. Dans l'atmosphère, c'est un petit peu plus compliqué. Et je redonne l'ordre de grandeur du lien entre temps et distance, qui est qu'une erreur d'une nanoseconde, 1 milliardième de seconde, conduit à une erreur de 30 cm, et on va voir que la plupart des données qu'on va voir sur les transparents suivants sont au niveau du centimètre. Donc vous imaginez que c'est des qualités de synchronisation entre horloges ou oscillateurs qui sont vraiment de très bonne facture. Donc la télémétrie laser, en fait, c'est tout simple, c'est vous envoyez depuis le sol des impulsions laser, il y a un réflecteur qui renvoie les impulsions laser, et en mesurant le temps d'aller-retour, vous en déduisez la distance, donc le temps d'aller-retour et la distance. Donc ça, vous pouvez le faire sur la Lune, avec des réflecteurs qui ont été installés sur la surface lunaire, mais vous pouvez aussi le faire sur des satellites, soit des satellites passifs comme celui-là, soit des satellites actifs sur lesquels il y a un coin de cube, un réflecteur laser qui permet de mesurer cette distance. Et aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de satellites en opération qui sont équipés de ce type de réflecteur, qui permet d'atteindre une précision. Alors quand je mets subcentimétrique, suivant les cas, ça peut être le millimètre, quelques millimètres, ou le centimètre de précision. Donc ça, c'est une mesure à une dimension. Vous mesurez une dimension, vraiment suivant une seule dimension. Si maintenant, vous faites ça avec plusieurs dimensions, vous pouvez faire de la triangulation. Donc si vous avez des mesures avec plusieurs satellites, alors c'est typiquement le principe ce qu'on appelle les GNSS, Global Positioning Satellite System. Donc là, c'est différent. C'est les satellites qui émettent des signaux depuis le sol. Ce n'est pas dans le domaine optique, c'est dans le domaine radiofréquence. Chaque satellite envoie des signaux. Votre récepteur au sol mesure le temps de propagation. Donc vous connaissez la distance entre votre récepteur et le satellite qui a émis. En faisant ça par triangulation avec un ensemble de satellites, vous déterminez votre position absolue. Donc les GNSS, cet acronyme regroupe un certain nombre de systèmes de positionnement par satellite américains, GPS, russes, GLONASS, le système européen Galileo, chinois, etc. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la courbe noire, hein, c'est en fonction des années, le nombre de satellites globaux. On arrive quasiment à une centaine de satellites de ces constellations. Donc ça veut dire que votre récepteur peut potentiellement observer 10 voire 15 satellites en même temps.
Donc ça a été vraiment une évolution très importante, puisque là, vous avez un positionnement absolu de votre station. Là, c'est juste, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais juste pour illustrer un petit peu la couverture, parce qu'on va voir que c'est très important, la couverture. Dans les années 2000, il y avait quelques centaines de stations, et on voit que les mesures, donc là, vous avez en ordonnée, suivant les différentes directions, là, c'est 200 mm, 20 cm de précision, et puis on voit que les mesures étaient un peu discontinues, avec du bruit. Et actuellement, il y a plus de 20 000 stations GPS qui contribuent à ce réseau. Et vous voyez que c'est des mesures continues. Ça, c'est important, c'est des mesures continues, avec des précisions, encore une fois, subcentimétriques, qui permet, en tout cas, d'avoir des applications géophysiques très importantes. DORIS, qui est un système développé par l'agence française spatiale, le CNES, qui est, alors là, c'est plus de la mesure de distance, c'est la mesure de vitesse par effet Doppler. Vous connaissez tous l'effet Doppler avec le son de l'ambulance qui change quand elle s'approche ou qu'elle s'éloigne. Ben là, c'est exactement la même chose avec le satellite. Quand il passe dans le ciel, vous lui envoyez un signal depuis une balise au sol, et en fait, la fréquence vue dans le référentiel du satellite va varier en fonction de sa vitesse. Et donc, en intégrant cette vitesse sur une certaine durée, vous déterminez sa position. Et donc la précision en vitesse, donc vous voyez que la mesure de vitesse, c'est directement une mesure de fréquence. La précision qu'on a en vitesse permet d'avoir à nouveau une position précise au niveau subcentimétrique. Et la dernière technique est un petit peu différente, parce que là, elle ne repose pas sur des satellites qui tournent autour de la Terre, elle repose sur des sources extragalactiques, des quasars, où là, on ne va plus mesurer une distance ou une vitesse, on va mesurer des angles. Et pour mesurer des angles, finalement, on va observer la source qui est, entre guillemets, infiniment éloignée par 2 télescopes. Et en fait, on va faire interférer les signaux qui sont détectés, puisque ce ne sera pas le même retard entre le signal qui est émis par la source et qui arrive sur le télescope 1 et le télescope 2, dans le domaine radio. Et en regardant le décalage en temps, on peut déterminer très précisément l'angle. Donc là, c'est la même chose. La position, à nouveau, est subcentimétrique, puisque la résolution en angle est très très bonne. C'est de l'ordre de quelques dizaines de micro-arcs-secondes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de techniques. On se dit, mais pourquoi on a besoin de toutes ces techniques? C'est qu'à la fin, on va avoir besoin de les combiner, parce que chaque technique, finalement, a des avantages et des défauts, et elle permet de déterminer, alors je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails, mais elle va permettre de déterminer différentes caractéristiques de la Terre, la coordonnée du pôle, justement la différence entre UTC et la rotation de la Terre, les coordonnées des quasars, etc., etc. Et ce qui est important dans toutes ces techniques, c'est qu'aussi, il y en a une qui est particulière, qui est le VLBI, qui va vous permettre de faire le lien entre le référentiel, le repère de référence terrestre, qui est donné par les autres techniques, et le système de référence céleste, qui est fourni par le VLBI. Donc les combinaisons de ces différentes techniques, en fait, reposent sur le fait que les différents réseaux sont plus ou moins denses. Par exemple, la télémétrie laser est extrêmement performante, mais il ne faut pas qu'il y ait de nuages, et puis il y a seulement quelques stations laser autour de la Terre. Elles vont avoir des effets systématiques différents qui vont permettre d'assurer une précision soit à court, soit à long terme pour étudier tel ou tel effet. Ce qui est sûr, c'est qu'une seule technique n'est pas utilisable. Il faut vraiment l'ensemble des techniques. Et puis là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ce qui est important aussi, c'est de voir que ces 4 techniques, on peut aussi les combiner avec d'autres techniques, soit locales, par exemple de la gravimétrie absolue. On met un gravimètre absolu à un endroit où il y a des stations. Il y a aussi de la gravimétrie spatiale. Et puis un domaine qui est en train d'émerger et de prendre avec l'amélioration de l'exactitude des horloges, et ce qu'on appelle la géodésie chronométrique relativiste, qui est la capacité de mesurer directement une différence de potentiel gravitationnel en mesurant la différence de fréquence relativiste de 2 horloges à 2 endroits différents. Donc, quelques applications en 2-3 minutes. Première application, la géophysique. Ça, évidemment, vous voyez que sur des échelles de temps très très longues, avec des précisions remarquables, on arrive à voir les mouvements des plaques tectoniques, des effets liés à des séismes. On a aussi une observation sur le très court terme. Ce qui est important, et là je voudrais passer 1 ou 2 minutes sur ce point-là, c'est la détermination des paramètres d'orientation de la Terre, puisque la Terre n'est pas un corps solide.
sa rotation n'est pas uniforme, et le couplage avec les mouvements atmosphériques, océanographiques, tout ce qui est effet interne à la Terre, les séismes, vont perturber l'orientation de la Terre. Ça va perturber en particulier la vitesse de rotation. Donc vous avez des variations, on va dire, périodiques, régulières de cette vitesse de rotation. Et si on fait un zoom, on voit qu'il y a des effets qui sont absolument pas prédictibles. Donc ça a un impact, en tous les cas concret, sur le fait qu'on doit rajouter des ondes intercalaires dans UTC pour que UTC, moins le temps donné par la rotation de la Terre, soit petit. Et là, c'est le rôle de deux organismes internationaux, le Bureau international des poids et mesures et l'IERS, quelque part, qui justement regroupe tous ces calculs de paramètres d'orientation de la Terre. La Terre, comme vous le savez, a un mouvement de précession et de nutation. Et finalement, les mesures très précises sur des grandes durées permettent de vérifier les modèles justement de toutes les interactions avec le Soleil, la Lune, les planètes, mais aussi des mouvements internes, puisqu'il y a des termes qui impactent la nutation et qui sont liés à la nutation libre du noyau fluide de la Terre. Et le dernier effet, c'est dans les paramètres d'orientation de la Terre, c'est ce qu'on appelle l'apolodie, c'est l'endroit où l'axe de rotation perce la croûte terrestre. Et vous voyez que donc ça, c'est fourni par différentes techniques. Et vous voyez que sur des très grandes durées, plus de 40 ans, on voit le mouvement sur la croûte terrestre. Alors, donc c'est dans une unité qui est le milli-arc-seconde, le millième de seconde d'arc. Donc là, je l'ai mis sur la croûte terrestre, 1 milli-arc-seconde, c'est 3 cm de déplacement. Et on voit sur des déplacements sur le long terme ou sur des temps très courts, évidemment avec tout un travail d'analyse derrière. Donc en conclusion, je voudrais juste insister sur le fait que la communauté temps-fréquence française a un rôle assez important dans ce domaine, puisque d'un côté, du côté atomique, les fontaines atomes froids en France ont un poids de à peu près 40% dans l'étalonnage du temps atomique international, donc je pense que ça doit être souligné, et que en particulier à l'Observatoire de Paris, il y a le centre de produits IERS justement qui fournit les paramètres d'orientation de la Terre. Donc là, on est content, on a quelques millimètres de précision, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Il faut améliorer la précision des techniques et des modèles, et aussi voir comment on peut travailler pour avoir une meilleure prédiction de ces paramètres d'orientation de la Terre, par exemple en colocalisant toutes les techniques sur un même site. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont en cours pour avoir des observatoires multitechniques. Et j'ai parlé de géodésie chronométrique relativiste, donc juste en conclusion, rapidement, là j'ai expliqué que c'était un effet relativiste qui permet de mesurer la différence de potentiel avec des horloges. Je voudrais juste faire un clin d'œil à l'histoire, puisque aujourd'hui on fait ça avec des horloges atomiques, mais à la fin du XVIIe siècle, il y avait déjà un lien fort entre la mesure du temps et la géodésie, c'était de la géodésie chronométrique, puisque Jean Richer était allé à Cayenne et s'était rendu compte que la longueur, que le pendule qui battait la seconde à Paris ne battait plus la seconde à Cayenne. Et comme la fréquence du pendule dépend de l'attraction de la pesanteur, en fait, il s'en est suivi un certain nombre de missions tout autour de la Terre qui a mis en évidence le fait que différents pendules de même longueur battaient pas la même fréquence à différentes latitudes, et ça a permis de valider le modèle de Terre aplatie. Je m'arrête sur cet exemple très, très représentatif et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci pour ton exposé remarquable. Pour la seconde intercalaire, je crois que justement qu'on n'en ajoutait plus maintenant. C'est que j'ai mal dû comprendre l'information qui passait. Explique-moi ça. Alors j'essaie de l'expliquer rapidement. En fait, on n'en ajoute plus, on en ajoute toujours, parce que finalement, il n'y a pas eu de décision de prise pour arrêter ces secondes intercalaires. Les principales raisons, la première, on va dire, c'est une raison plutôt d'ordre politique, que certains pays ne souhaitent pas que cette seconde intercalaire soit supprimée. Après, il y a des raisons plus opérationnelles. Par exemple, le système GLONASS, en fait, si on arrêtait les ondes intercalaires, ça pourrait poser un certain nombre de difficultés d'un point de vue opérationnel. Donc il y a des aspects opérationnels, sachant qu'en même temps, les ondes intercalaires rajoutent des complexités opérationnelles, parce que
une minute qui dure 61 secondes, et rajouter une seconde au même instant partout autour de la Terre, ça pose des contraintes opérationnelles. Donc voilà, donc c'est un peu un mélange de raisons politiques, voire sociologiques et opérationnelles. Oui, Jacques. Oui, je voudrais intervenir sur cette seconde intercalaire, parce qu'il faut déjà replacer les choses. On a le temps atomique international, qui lui est une échelle de temps continue. Donc quand on fait une théorie, quand on fait de la mécanique céleste, c'est en gros ce temps-là qu'on utilise. Et puis, il y a le temps de nos montres, le temps légal, et lui, c'est là donc, qui est basé sur l'UTC, et l'UTC, pour des raisons historiques, on a voulu à un moment que ce temps ne se déroge pas trop de la rotation elle-même de la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a ces secondes intercalaires qui sont rajoutées de temps en temps, à la fois parce qu'on s'est un peu trompé dans la définition de la seconde, et puis parce qu'il y a des irrégularités dans le mouvement de la Terre. Mais ça ne s'écarte jamais beaucoup, beaucoup moins que la différence entre le temps solaire quand vous êtes à Paris ou à Strasbourg. Et il y a un problème fondamental philosophique en introduisant ce temps. C'est qu'en introduisant cette seconde intercalaire, les astronomes ont supprimé leur capacité de prédire. On peut tout prédire, mais il y a une chose qu'on ne peut pas prédire. C'est quand le clampin préposé à la seconde intercalaire va la rajouter. Et résultat, on ne peut pas faire des éphémérides longtemps à l'avance. On est obligé d'attendre de savoir si on va en rajouter cette année ou pas cette seconde. Si on n'en rajoutait pas, personne, à part quelques-uns qui ne veulent pas changer leur programme, on ne s'en porterait pas plus mal. Mais là, on a ce problème-là. Donc c'est quand même assez hallucinant de voir que les astronomes ont détruit leur possibilité de prédire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Juste pour compléter. Une dernière question, peut-être, oui, Noël. Oui, c'est que pour les applications scientifiques, il y a besoin de connaître la différence entre UT1 et UTC à bien mieux que la seconde. Hein, donc, effectivement. Et effectivement, le fait que le UTC ne devait pas être trop éloigné de UT1, c'était pour la navigation, essentiellement, parce qu'il n'y avait pas le GPS et il fallait pouvoir diffuser une échelle de temps qui n'était pas trop éloignée. Donc, il ne fallait pas que le temps atomique soit trop éloigné de l'angle de rotation de la Terre. C'était un peu l'origine de ces secondes intercalaires. Une dernière question, Vincent. Oui, je croyais que la validation du modèle de Terre aplatie, elle se passait essentiellement après les expéditions décidées en 1735. Tout à fait. Je vois que c'est apparemment faux. Est-ce que Non, il a dit la conclusion du bas? Non, la flèche rouge, c'est plusieurs décennies, effectivement. C'était les premières expéditions. Évidemment, ce n'est pas sur un point que c'était possible de conclure quoi que ce soit. C'est effectivement plusieurs décennies dans la flèche rouge pour arriver à cette conclusion. Tout à fait. Peut-être que je peux ajouter que les expéditions n'ont pas été vraiment nécessaires. Il y a ce fameux poème de Voltaire là, qui dit que Newton a découvert, sans sortir de chez lui, ce que Maupertuis a découvert en visitant des lieux pleins d'ennui ou quelque chose comme ça. Non, voilà, donc, autrement dit, cette flèche rouge, on peut la faire soit en visitant le monde, soit en restant dans sa chambre et en faisant quelques petits calculs. Effectivement. Belle conclusion. En fait, cette mesure de Richter, elle a été à l'origine du fait que ce n'est pas cette définition qu'on a pris pour définir le mètre, puisqu'il avait été question d'utiliser la longueur du pendule battant la seconde. Et à cause de cette complexité, c'est plutôt la mesure de l'arc de méridien qui a primé. Effectivement. Bon, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant.